Bismillahirrahmanirrahim. On continue toujours dans les cours sur les électrolytes. Et aujourd'hui, on va voir un cation bivalent qui est le magnésium. Alors, le magnésium est un cation intracellulaire. C'est un cation bivalent intracellulaire. C'est un cation qui est très important et on a vu dans les cours de biochimie métabolique qui jouait un rôle de cofacteur. Et c'est un cofacteur par excellence des enzymes. Et on a vu ça dans les cours de biochimie métabolique et vous savez ce que ça veut dire un cofacteur. Très bien, alors on passe à... donc le magnésium c'est quoi? C'est un cation bivalent. Il est intracellulaire. C'est très important. Il est intracellulaire. Ici, j'ai toujours mention de chimie devant un cation qui est prépondérant où il y a une concentration très importante au niveau intracellulaire. Il faut éviter l'hémolyse au moment des dosages. Voilà, donc c'est clair. Donc le magnésium est le deuxième cation intracellulaire de l'organisme, bien sûr après le potassium. C'est un cofacteur d'enzymes c'est un cofacteur de plus de 300 enzymes, je m'excuse. Et le magnésium, il est nécessaire au fonctionnement de la pompe, de la fameuse pompe sodium-potassium ATPase qu'on a répété plusieurs fois durant ce cours sur les électrolytes. L'ion magnésium est impliqué dans de nombreuses fonctions. Le transport des ions potassium et calcium, la transmission des signaux de transduction, la prolifération cellulaire et la production d'énergie. Il inhibe aussi les canaux cationiques et se comporte comme un antagoniste du calcium au niveau de ses mouvements membranaires ou de ses liaisons protéiques. Ce qui est à retenir que c'est l'hypomagnésémie qui est la plus fréquente, surtout dans la population ou chez les patients hospitalisés. Donc l'hypomagnésémie est fréquente chez les patients hospitalisés, surtout au niveau des soins intensifs. Et en général, il touche jusqu'à 65% des patients en soins intensifs. Donc, même si la magnésémie reste un examen qui est sous-prescrit, si on peut le dire, juste il faut connaître quelles sont les indications maintenant, quelles sont les indications qui sont là où on doit prescrire la magnésémie. Donc la magnésémie devrait être considérée devant des situations cliniques comme toutes les situations de malabsorption, devant des entéropathies ou alcoolisme chronique, diarrhée chronique. Là, la magnésémie à demander. La prise de certains médicaments comme les diurétiques thiazidiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, fameuse oméprazole. Donc, devant ces iatrogénies, devant l'utilisation de ces médicaments, il faut penser à demander une magnésémie. Et, bien sûr, en présence d'une hypocalémie associée à une hypocalcémie. Hypocalémie associée à une hypocalcémie, demandez une magnésémie. Donc, on va voir c'est quoi la physiopathologie du magnésium. Donc, le magnésium, il est absorbé au niveau intestinal, principalement au niveau jejunal. Et il circule sous trois formes. Il y a la magnésémie ionisée, une forme liée aux protéines qui représente 20 à 35%, et une forme complexée qui forme différentielle 1 à 5%. Donc les deux formes les plus importantes, c'est la forme ionisée ultrafiltrable, ça va entre 60 et 80%. Alors il y a une absorption au niveau intestinal, et puis en général il y a trois compartiments qui sont importants, qu'on peut le dire dès maintenant. C'est l'os qui représente les réserves en magnésium, et
et le pourcentage le plus important se trouve au niveau de l'os. Il représente un réservoir, comme ce qu'on a dit pour le calcium. L'os représente un réservoir pour le magnésium. Et puis, on a une grande quantité aussi, une grande quantité qui se trouve au niveau intracellulaire. Et puis, vous voyez que le milieu extracellulaire, scandose en général, la magnésémie, il est faible, très faible. Voilà, donc, l'élimination, il est rénale. J'ai mis un robinet ici pour vous rappeler, rappelez-vous que le contrôle ou la régulation de la magnésémie, elle est rénale. Donc le robinet vous rappelle que la régulation de la magnésémie, toujours rénale. Alors, l'organisme contient environ 1 mol de magnésium réparti, comme on dit, entre l'os, les muscles et les tissus. Voilà un schéma qui est plus parlant. Donc, au niveau de l'organisme, le contenu total est de 1000 millimoles, l'équivalent à 2000 milléquivalents. C'est environ 25 grammes de magnésium. 25 grammes de magnésium. Donc, en général, vous voyez que, l'os, ici, l'os, elle représente 50 à 60%. Et c'est là, c'est les réserves. Et voilà, parce que il est échangeable. Il est échangeable, donc on dit que c'est là où il y a les réserves de magnésium, c'est au niveau de l'os. Et puis le milieu intracellulaire, voilà, au niveau intracellulaire, c'est environ 30 à 40%, 50 à 60% au niveau de l'os, 30 à 40% au niveau intracellulaire. Et vous voyez que le volume extracellulaire, ce qu'on va doser, c'est 1%. C'est vraiment c'est un pourcentage qui est très faible. Donc ici, on peut dire tout de suite, de par cette répartition, que la magnésémie est un reflet, ça veut dire ce qu'on va doser au niveau plasmatique, est un reflet imparfait des contenus total de l'organisme. Est un reflet imparfait des contenus total de l'organisme. Parce que vous voyez bien que la plus grande partie du magnésium se trouve au niveau de l'os, encore 40% se trouve au niveau intracellulaire et que 1% se trouve au niveau de milieu extracellulaire. Donc, rappelez-vous, magnésémie est un reflet imparfait des contenus total de l'organisme. Alors, l'excrétion du magnésium est au niveau fécal et urinaire. Voilà, 95% du magnésium filtré par les reins sont réabsorbés, surtout au niveau de la branche ascendante de l'os de Henle. Donc, au niveau de la branche ascendante, voilà, il est réabsorbé à un grand pourcentage, une image mieux que mes mots. Voilà, on a 80% du magnésium ultrafiltré, infiltré par le glomérule. 30% est réabsorbé au niveau du tube contourné proximal et 60% au niveau de la branche ascendante. 60% au niveau de la branche ascendante et inférieur à 10% au niveau des tubes contournés distales. Donc vous voyez que les reins jouent un rôle important dans la régulation de la magnésium. Donc, ce qu'on vient de dire, pour la régulation de la magnésémie, le métabolisme du magnésium est régulé principalement au niveau des reins. Principalement, j'ai dit, principalement au niveau des reins. Rappelez-vous des robinets. Donc, il est régulé principalement au niveau des reins, mais aussi au niveau de l'intestin et de l'os. L'os représente les réserves en magnésium. Vous voyez, ici aussi, cette régulation, elle ferait intervenir l'hormone parathyroïdienne, la PTH, qui va faire quoi? Il va stimuler la réabsorption du magnésium, l'absorption intestinale et la libération du magnésium osseux. Ça rappelle un petit peu, c'est le même schéma que la calcémie. Voilà, c'est les mêmes actions que pour le calcium. Donc, la PTH, l'hormone parathyroïdienne, va stimuler la réabsorption du magnésium au niveau rénal,
l'absorption intestinale et la libération du magnésium osseux, qu'on a dit qui représente les réserves. C'est là où on a les réserves de l'organisme en magnésium. Alors, le magnésium participe également à la régulation de la kaliémie en diminuant l'expression rénale du potassium. Le magnésium entretient, comme on vient de le voir, un lien étroit avec le métabolisme phosphocalcique en augmentant la libération de PTH. Donc, le magnésium va inhiber par rétrocontrôle la sécrétion de PTH. Voilà. Donc, la vitamine D augmenterait l'absorption intestinale de magnésium. Donc, la vitamine D, la PTH, c'est les mêmes mécanismes de régulation et les mêmes principes de régulation que la calcine. Alors, comment va réguler, comment fait le système principal qui va réguler, c'est-à-dire les reins, comment ils vont agir pour réguler la magnésie. Alors, on a dit que le magnésium va filtrer 30% sur le tube contrôlé proximal, 60% de la branche ascendante et tube contrôlé distal inférieur à 10%. Alors, ce qui va stimuler la réabsorption du magnésium, c'est l'hypovolémie, la PTH et l'estradiol. C'est les paramètres qui vont stimuler la réabsorption du magnésium. Donc, en cas d'hypovolémie, la PTH et l'estradiol. Ils vont inhiber la réabsorption du magnésium, l'hypervolémie, l'hypermagnésémie et hypercalcémie et l'acidose. Donc, c'est ces paramètres qui vont inhiber la réabsorption du magnésium. Donc, très bien, rappelez-vous que les paramètres qui vont stimuler la réabsorption du magnésium, c'est l'hypovolémie, la PTH et l'estradiol. Les paramètres qui vont inhiber la réabsorption du magnésium, c'est l'hypervolémie, l'hypermagnésémie et l'hypercalcémie. Ensuite, l'acidose. Maintenant, on a une idée sur la répartition du magnésium, comment il est réparti dans l'organisme, les différentes, si on peut dire, fractions qu'on peut doser. On peut doser la magnésémie ionisée, comme on peut doser la magnésémie totale liée aux protéines et liée au formant des sels. C'est de la même manière comme le calcium. Et on a dit que la magnésémie, pour le dosage, et on a vu la régulation du magnésium, on dit que principalement il est régulé de la même manière, PTH, vitamine D et les reins. Et au niveau rénal, on a vu que c'est la volémie, principal paramètre, PTH, estradiol et aussi l'acidose et l'hypermagnésémie et hypercalcémie. Donc, du point de vue régulation. Alors, pour le diagnostic biologique ou pour le dosage de la magnésémie, ce qui est important, on a dit que la magnésémie qu'on dose au niveau sanguin reflète imparfaitement le statut en magnésium de l'organisme. Donc, la partie sérique ne représente que 0,3% du magnésium total. Parce que le volume extracellulaire est à l'interstitiel et le sérum ou le plasma. Elle ne représente que 0,3% du magnésium total avec plus de biais potentiels liés à l'hémolyse dans les tubes de prélèvement. Surtout si vous allez utiliser un tube sec où il y a de l'hémolyse. Avec la quantité, il y aura un biais potentiel lié à cette hémolyse, sachant que c'est un cation intracellulaire. Donc ici, il faut respecter la partie préanalytique d'une manière draconienne, si on peut le dire. On doit être exigeant pour le dosage de la magnésémie. C'est un paramètre trop sensible. Voilà, et surtout ne pas utiliser le garrot. On va voir pour la partie. Il faut éviter la pose d'un garrot, pose prolongée d'un garrot. Il vaut mieux pour une magnésémie ne pas utiliser un garrot
et prélever de préférence le matin à jeun. Donc maintenant vous le connaissez, les anticoagulants complexants de méthode, surtout si vous avez un cation divalent. Donc le DTA c'est un complexant, c'est un complexant, oxalate c'est un complexant, donc à ne pas utiliser. Voilà. Sinon, si vous allez utiliser la spectrophotométrie d'absorption atomique, qui est la méthode de référence et qui n'est jamais utilisée en routine, parce que c'est une technique lourde, on ne l'utilise pas en routine, dans nos laboratoires, on n'utilise pas la spectrophotométrie d'absorption atomique, même si c'est la technique de référence. Donc, je vous demande de ne pas faire des prélèvements sur EDTA ou citrate ou oxalate qui sont des complexants de métaux. Maintenant, vous connaissez ça, vu le cours de la partie préanalytique en Buchy. Alors, on peut doser les deux fractions, la magnésium ionisée. Donc ici, de la même manière que la calcium ionisée, donc il faut prélever dans des conditions d'anaérobiose entre 6h et 8h du matin. Le sang doit être recueilli dans un tube. Les tubes qui ne contiennent pas de gel, un tube hépariné. Un tube hépariné qui ne contient pas de gel. Les gels de silicone à éviter. Parce que ça, on va utiliser une technique électrochimique qui va détériorer les électrodes. Donc il faut l'éviter si vous allez faire la magnésium ionisé. Si vous allez faire le magnésium total, si vous allez doser le magnésium total, donc le métabolisme du magnésium est évalué par le dosage du magnésium total en routine, c'est ce qu'on fait, dans les sérums, dans le plasma. On peut faire le magnésium dans les urines, la magnésiurie. Donc voilà, le magnésium urinaire. Pour le magnésium urinaire, le gold standard c'est d'utiliser les urines de 24 heures. Les urines de 24 heures, vous savez comment la recueillir. Voilà, il faut les recueillir sans conservateur pour le magnésium urinaire. On passe maintenant au dosage. Donc pour les dosages, c'est la technique de référence. On n'utilise pas dans les laboratoires de biologie médicale. Donc c'est plutôt pour la recherche. Nous, en routine, on utilise la colorimétrie pour les cations divalents. Dans certaines conditions de pH, vont se combiner à des colorants. Et on va mesurer de la même manière, c'est une spectrophotométrie indirecte dans le visible. Voilà, et on va doser le magnésium. C'est une technique très simple. Alors, pour le diagnostic, donc ici c'est une colorimétrie et vous connaissez déjà le principe de la colorimétrie vu les travaux pratiques de Buchy. Alors pour les valeurs dépendent, les valeurs varient en fonction de l'âge. Bon, nouveau-né inférieur à 7 jours, vous avez entre 0 et 0,61 0,86 mmol par litre pour tout ce qui est plasmatique. Nourrissant 7 jours et 3 mois 0,65 à 1,02 et enfant et adulte à partir de 6 mois 0,75 à 0,96 et ça dépend de la technique en général. 0,75 vous allez trouver 0,75 à 1,02. Bon, voilà, c'est en fonction de la technique. Moi je ne vous demande pas de connaître les valeurs de référence, c'est une technique dépendante pour tous les paramètres. Bon, pour l'examen je vais vous donner les valeurs de référence. Juste, il faut savoir interpréter, c'est ça le plus important. Donc, le magnésium, on peut doser le magnésium au niveau érythrocytaire. Donc, le magnésium intracellulaire, c'est 1,65 à 2,50 mmol par litre. Magnésium urinaire, entre 3 à 7 mmol par 24 heures. Et on vous donne ici les facteurs de conversion. En général, on utilise 1 mg par litre. Et vous avez les facteurs de conversion. Voilà. Donc à partir de là, on doit interpréter. Donc interpréter, on a les valeurs de la magnésie. Sont supérieures à 1, surtout l'hypermagnésémie, surtout les valeurs qui sont supérieures à 3 millimoles par litre, où ils vont donner où la clinique il est parlante. Avant de 3 en général, pas de clinique associée, pas clinique, bon, on voit rien. Donc voilà, donc on va interpréter inférieur à
0,75 c'est une hypomagnésémie supérieure à 1 jusqu'à... C'est une hypermagnésémie. Donc on passe à l'interprétation. Donc l'hypermagnésémie supérieure à 3 mol par litre. Donc en général l'hypermagnésémie il est plus rare. Elle est surtout liée au niveau hospitalier à des iatrogénies médicamenteuses. N'est pas symptomatique que lorsqu'il est sévère, hein, supérieur à 3 millimoles par litre, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de clinique inférieure à 3 millimoles par litre. Il n'est pas parlante du tout. C'est aux environs de 2 qu'on va voir. Il y a une clinique la clinique qui s'installe. Bon, un excès de magnésium inhibe les mouvements. Pourquoi l'hypermagnésium va donner ça? Donc un excès de magnésium va inhiber les mouvements transmembranaires du calcium. Et là, on résulte quoi? Il en résulte une inhibition de la transmission neuromusculaire par diminution de la libération d'acétylcholine. Un effet stabilisateur de membrane expliquant ses propriétés antiarythmiques. Une diminution de l'excitabilité neuronale, mise à profit dans le traitement de l'éclampsie. Maintenant, c'est une indication, le magnésium, le traitement de l'éclampsie. Un ralentissement de la conduction cardiaque par une moindre dépolarisation membranaire. Et enfin, une inhibition de l'agrégation plaquettaire. Donc, on peut voir en fonction de la concentration, puisqu'on peut avoir comme clinique, entre 2 et 3 millimoles par litre, c'est des nausées, céphalées, léthargie, étourdissement, diminution des réflexes osseo-tendineux. 3 à 5 millimoles, et là, c'est les choses sérieuses, c'est à partir de 3. Pour cela, en général, j'ai mis une hypermagnésémie d'ange, à partir de 3 millimoles par litre. Ici, somnolence, hypocalcémie, abolition des réflexes osseo-tendineux, hypotension, bradycardie, modification de l'ECG. Supérieur à 5 millimoles, c'est une urgence, c'est une paralysie musculaire et respiratoire, trouble de la conduction cardiaque et arrêt cardiaque. Donc 5 millimoles, c'est un cut-off de dangerosité. 3, je dis, c'est un cut-off de dangerosité. Il faut s'alarmer à partir de 3 millimoles. Chercher, première des choses, une insuffisance rénale et une iatrogénie médicamenteuse. Voilà, donc c'est ça le problème. On met le cut-off de 3 millimoles par litre pour l'hypermagnésémie, puisque que l'hypermagnésémie c'est rare. Voilà, les causes, insuffisance rénale, donc fréquente, insuffisance rénale, et excès d'apport par voie intraveineuse. Voilà, et c'est la cause la plus fréquente, surtout en milieu hospitalier. On passe à l'hypomagnésémie. L'hypomagnésémie en milieu hospitalier, elle est fréquente, surtout en milieu des soins intensifs. Donc, chez l'homme, l'hypomagnésémie est souvent accompagnée d'une diminution concomitante du calcium et du potassium. Hypocalcémie, hypomagnésémie, on va chercher l'hypomagnésémie. Donc, les signes précoces des déficits en magnésium sont des troubles digestifs et psychiques, surtout l'anxiété, les vertiges. Des concentrations, on fixe la concentration inférieure à 0,5. On parle d'hypomagnésémie inférieure à 0,5 millimoles par litre, c'est là où la clinique s'installe. S'accompagne d'une hyperirritabilité musculaire avec des crises de tétanie ou de spasmophilie. Donc, les principales causes d'hypomagnésémie en pratique. Hypomagnésémie en pratique, pense à une insuffisance rénale, surtout une insuffisance rénale aiguë, et les EPP, les inhibiteurs de la pompe proton. Voilà, en général, défaut d'absorption gastro-intestinale, présence d'une malabsorption, des étiologies multiples, médicaments EPP, et perte rénale, diabète mal contrôlé, hypercalcémie, médicaments, l'insuffisance rénale aiguë, et puis génétique, les atteintes génétiques. Voilà, donc comment on doit procéder devant une hypomagnésémie? Devant une hypomagnésémie, on va doser la magnésurie. C'est inférieur à 1 millimole par litre, donc c'est des carences d'apport, c'est des pertes digestives, c'est des troubles de transfert, alcalose, salivite.
Si la magnésurie elle est supérieure à 2 millimoles par 24 heures, et bien là, c'est des pertes rénales. Iatrogène, alcoolisme, acidose métabolique. Voilà, et en guise de conclusion, les messages importants qu'il faut retenir, comme on dit, take home message, c'est que les troubles isolés de l'homéostasie du magnésium sont peu fréquents et non spécifiques. En général, c'est un examen qui est très peu demandé et même si en général c'est un cation qui est très important, surtout en milieu hospitalier. À mon avis, il doit être associé à un bilan phosphocalcique, bon, soit pour une seule fois. Et puis il y a d'autres indications maintenant où le dosage de la, surtout les dosages du magnésium est important. À mon avis, c'est les diarrhées chroniques, tout ce qui est entéropathie, les diarrhées chroniques, les entéropathies. Voilà, il faut et devant une hypocalcémie, hypocalémie associée, donc il faut doser la magnésémie. Donc l'hypomagnésémie est le trouble du magnésium le plus fréquent et il est souvent associé à l'hypocalcémie, l'hypocalémie et l'alcalose métabolique. Dans le dernier message, l'hypermagnésémie est rare et doit faire évoquer une cause iatrogène surtout ou une insuffisance rénale. Voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce cours. Merci beaucoup. Au cours prochain, Inch'Allah.